Le Club DV et Speed Action présentent le Studio DV, une émission proposée en collaboration avec Yako. Chers amis, bonjour. Bienvenue au Club DV, au Studio DV, saison 2 déjà. Le temps passe. Comme nous l'avons signalé, Vincent Franzen et moi-même avons décidé, n'est-ce pas Vincent ? N'est-ce pas ? De faire une joint venture entre les 02 que je suis le président des 02, comprendront mes amis au-delà de Liège, et les 04. Alors, cette émission se veut évidemment très instructive. On aime la voiture, on aime les passions, donc on va essayer de vous faire partager ces passions. La passion de l'automobile avec un grand A. Speed Action et le Club DV se réjouissent de vous accueillir pour cette première émission, où on va d'ailleurs coller à l'actualité. C'est le moins que l'on puisse dire, effectivement. On va vous raconter des histoires, en tout cas, dans cette émission. On aime raconter des histoires quand elles sont en lien avec notre passion du sport automobile. Certaines colleront à l'actualité comme aujourd'hui, d'autres seront un peu plus décalées. On aura le plaisir, et on a déjà le plaisir de vous renvoyer à l'émission numéro 2. Vous verrez qu'on va remuer quelques très, très bons souvenirs. En attendant, celui qui est avec nous aujourd'hui, ça nous fait bien plaisir, de retour du Dakar, deuxième du classement général, copilote de Sébastien Loeb, Fabien Lurquin. Fabien, bonjour. Bonjour. Bonjour Fabien. Bonjour les amis. Merci d'être venu jusqu'ici. Plaisir. Alors Fabien, ben voilà, c'était la première avec Sébastien Loeb sur Dakar, en tout cas, une première collaboration sur ce rallye raid qui est le rallye raid de Roy, forcément. Première manche du championnat du monde, deuxième place à l'arrivée. Première question, c'est quoi ? C'est satisfait, déçu, un peu des deux ou quoi ? Je dirais au final que plutôt satisfait au vu de comment le rallye s'est passé, des forces en présence, de notre préparation qui a été fortement chahutée. Donc il faut savoir qu'on est arrivé avec... on avait juste fait une petite course de 2 jours en Espagne, Seb et moi, et puis à la base on devait faire 2 grandes courses pour préparer le Dakar qui ne se sont pas faites. Donc on manquait cruellement de compétition, même si ProDrive nous avait fait le programme le mieux possible en fonction des événements, mais on était un peu court en compétition, et pour se battre contre le meilleur duo actuel sur une voiture et dans une équipe éprouvée, avec Jean-Marc Fortat à la baguette. Encore du Belge. Encore du Belge. Cette année-ci, être les meilleurs des perdants ou des seconds, quelque part, d'un point de vue réaliste, même si on préférait la première place, c'est, entre guillemets, satisfaisant. Bah oui, voilà, bien évidemment. On ne se contentera pas de cette seconde place très longtemps. On réfléchit déjà à comment on va faire pour... Parce que je voyais très bien, je voyais sur le podium, je regardais Sébastien, je voyais bien qu'il était tellement mal à l'aise sur cette deuxième marche, il est tellement habitué à être sur la première que je me sentais un petit peu mal de ne pas l'avoir amené au-dessus, mais bon, voilà. Alors, lui qui est habitué aux premières marches, toi qui arrives, non pas sur le Dakar, non pas sur les rallyrettes, parce que la famille Lurquin a un historique, mais tu arrives quand même là dans un top team, avec un pilote incroyable, on voit ce qu'il est en train de faire là, pour l'instant, au Monte-Carlo. Pression maximum, comment tu as vécu ça ? Comment est-ce qu'un gars qui se trouve dans un siège de droite d'une icône comme Loeb, comment il vit ça et comment il arrive à le gérer surtout ? Alors pression oui. Maintenant j'en prenais qu'une partie et j'avais pas l'impression de me sentir trop écrasé par ça. Ça m'a pas trop pesé, je dirais. C'est plutôt après coup où on se rend compte qu'il y en avait vraiment beaucoup. Que ce soit dans le rallye ou dans d'autres expériences professionnelles avant, quelque part, avoir de la pression, du stress, voilà, fait un peu partie de mon quotidien. Et voilà, c'est pas parfait, mais okay. J'ai l'impression que j'arrive à... Ce qui veut dire, toute une journée, 2 semaines, avec Sébastien Loeb dans une auto, c'est comment, Fabien ? Eh bien, beaucoup de gens me demandent comment est Seb, est-ce qu'il est sympa, est-ce que... Et je répondais en première main que le mec est aussi sympa qu'on le voit à la télé. Et encore une fois, on a passé beaucoup de temps ensemble, on n'a pas encore passé la moitié de notre vie ensemble, mais il est plus que ça. C'est vraiment un mec bien. C'est un mec bien, tout court. Simple et normal. Simple, normal, c'est un gars bien, facile, pro qui fait bien son taf. Voilà, qui a une humeur bien régulée. Enfin,
Je ne dirais pas que c'est le Dakar le plus simple que j'ai vécu, mais vraiment pas Pratiquement. loin. Allez, la pression était en dehors de la voiture. Quand j'étais dans la voiture avec lui, franchement, c'était assez harmonieux et assez serein comme ambiance. Alors, le fait que vous ayez tous les deux une culture d'aviation, ça vous aide à mettre en place des process, parce que tu démarres, tu le dis toi-même, 2 jours d'essai, pas de course préparatoire digne de ce nom. Ça vous aide dans la façon de penser? Vous êtes sur la même longueur d'onde? Comment ça se passe? Alors, il y a 2 aspects où ça nous aide un peu. Il y a l'aspect, je veux dire, le plus terre à terre, c'est bien sûr se repérer en 2D, voire en 3D, suivre des caps, enfin bon, voilà, c'est compréhensible pour tout le monde. Maintenant, le milieu de l'aéronautique est assez procédurier, donc c'est s'il arrive ça, on va faire ça, on c'est suit la les checklist, checklists, c'est la voilà, checklist. des choses comme ça. Ouais. Et donc, on essaye quelque part, Sébastien et moi, non seulement de mettre en place des procédures pour nous simplifier la vie, s'il faut se rendre compte, comme tout pilote, et ça se vérifie aussi dans Rally Raid, tout homme avec un casque sur la tête est un petit peu moins intelligent que sans casque sur la tête. Situation de stress qui viennent se rajouter à ça, on a des capacités qui sont inférieures à celles qu'on peut avoir quand... voilà. Donc on essaye de standardiser les choses un maximum pour faire en sorte que les hommes qu'on est avec nos casques sur la tête un petit peu sous stress, un petit peu moins malins, est plus facile de s'en sortir. Donc on met ça en place et ça nous permet aussi, quelque part, d'essayer de rattraper, de court-circuiter un petit peu l'expérience qu'on ne va pas avoir le temps d'acquérir pour un jour aller battre des Mathieu Baumel, des Stéphane Peter Hansel. On essaie un petit peu, par ces procédures aussi, de prendre des shortcuts dans l'expérience qu'on n'aura pas le temps. Et voilà, et on parle, c'est assez naturellement facile entre lui et moi parce qu'on parle assez bien la même langue. On va revenir sur le déroulement, Fabien, de ce Dakar 2022, un peu particulier. D'un côté, on a un Dakar où on a eu énormément de vainqueurs différents, de spéciales. Chaque jour a porté son vainqueur, finalement. Et celui qui a remporté 2 spéciales, eh bien, il a fait le plein de succès. Et c'était le maximum, d'ailleurs. Et puis, d'un autre côté, cette course, on a eu l'impression qu'elle était pliée après un jour seulement, où l'avance de Nasser Al-Attiyah et Mathieu Baumel, et vous avez mis en évidence l'excellence de Mathieu Baumel dans cette histoire, et l'excellence de Nasser, bien évidemment, aussi. Bon, voilà, on avait l'impression que c'était plié. C'était de l'intérieur. C'était quoi? Vous étiez battu, vous, après le premier jour, ou pas du tout? Alors, le premier jour, donc il y a cette histoire de nave où nous, on ne fait pas une bonne nave parce qu'on est dans leur poussière, mais on prend une bonne décision stratégique. C'est-à-dire qu'on sait que ça va être nos concurrents directs sur le Dakar parce qu'on se doute que Audi on s'attendait à ce que Audi ait des soucis, ait plus de soucis que ce qu'ils en ont eu d'un point de vue mécanique. Et donc on se dit, on sait qu'il y a un problème un petit peu ici avec les motards et tout ça, on va se caler avec Nasser et Mathieu. S'ils se perdent, ils se perdent. S'ils ne se perdent pas, on est bien, on est tous les deux. Et donc c'est ce qu'on a fait. Mathieu Baumel et Nasser ont fait une super nave. Ils ont pris la bonne décision au bon endroit. Je me rappelle l'Y, ils ont pris le bon Y. On ne saura jamais si moi j'aurais pris le bon Y ou pas. Ma décision à ce moment-là n'était pas une décision de nave, c'était une décision de stratégie. On les suit pour la ligne. Donc après cette spéciale-là, nous on a 10 minutes derrière eux. Et c'est vrai que les autres sont relégués, donc après ça, il n'y a plus que nous deux. Et puis 2 jours après, ou le surlendemain, on a notre problème mécanique qui nous met encore une demi-heure. Et là, on sait que ça va devenir compliqué. Eux rentrent en mode gestion. Ils ont la bouteille, ils ont l'expérience pour pouvoir le faire. Mais La voiture, c'est ça. C'est le pack complet. Hein. C'est le pilote, le copilote, et je dirais Jean-Marc Fortin et son équipe et la voiture au-dessus. Voilà, c'est chacun voilà, c'est un peu la quintessence de ce qu'on a en Rally Raid pour l'instant. Mais nous, sincèrement, même si on fait une erreur de nav où on repère encore un quart d'heure le 6e jour, si on regarde notre parcours tout long, ça a été émaillé encore de petits problèmes, encore un petit problème mécanique, mais nous, on n'a pas lâché l'histoire. Je pense que nos espoirs de victoire finale se sont vraiment envolés dans la 11e. Jusque-là, on se disait on est dans le match. C'est jouable, on est dans le match. On maintient la pression. On maintient la pression. On voulait, en tout cas, on ne s'est jamais dit, ok, c'est plié, on s'est jamais dit ça. On s'est jamais dit ça. Alors toi, par rapport à ce que tu as vécu avant, et tu as déjà vécu
beaucoup de belles choses. C'était ton quantième Dakar? C'était mon 11. 11e Dakar. Donc ici, là, tu rentres dans un top team, tu rentres dans un team pour la gagne, tu as un copilote, tu es le copilote d'un pilote magique. Ça va vite, ça va beaucoup plus vite que ce que tu pensais, c'est plus dur. Je ne parle pas au niveau de la nave, hein, je parle physiquement, moralement, intellectuellement. Donc il y a certes la pression en plus, parce que copilote de Sébastien Loeb et que tout le monde, surtout après la fin avec Daniel et tout ça, Ouais. On m'attendait au tournant. Donc je savais, même si je ne vais pas dans les réseaux sociaux, surtout à l'entame d'un Dakar et pendant le Dakar, je sais, je sens tout ça, je sais les attentes. Donc il y a ce côté-là. Effectivement, Seb, en termes de pilotage, on ne va pas remettre une couche, c'est le sommet du sommet. Maintenant, je ne venais pas de nulle part non plus. Et mon ancien pilote l'a encore montré cette année-ci. Mathieu Serradori, c'est quand même un sacré niveau. Alors, certes, Seb, ça va un peu plus vite. C'est surtout beaucoup plus constant que tout ce que j'ai pu voir avant. C'est métronome, il y a tout ça. Et puis voilà, on attaque un petit peu plus fort partout. On a un petit peu, vu que c'est pas notre voiture à nous, on a un petit peu moins peur de la casser. Donc on ne tape pas dedans à outrance, mais on tape dedans ce qu'il faut taper dedans. Quand c'est ta voiture à toi et que tu n'as pas 10 dans le garage. Et tu n'as pas l'assistance voilà. que vous aviez. Mais ça veut dire que les contraintes physiques aussi, pour nous, il y a des moments où la limite, c'est nous et pas la voiture. Ça tape fort? Oui, il y a des moments où ça tape fort. Ouais. Même si c'est Seb et que c'est maîtrisé et tout ça, on roule à vue. Le rallye raid, c'est du pilotage à vue. Et parfois, même lui, on se fait parfois un petit peu surprendre. Encore une fois, c'est pas un truc qui va nous mettre sur le toit, mais c'est un truc où on va prendre une sorte de gifle, où on voit un peu des étoiles. Donc oui, ça reste contraignant pour le corps. Ouais. Alors il y a des spéciales sur ce Dakar qui étaient juste magiques parce que ça ressemble à des spéciales du WRC. Je ne parle pas au niveau du paysage et de la discipline en elle-même, mais les écarts à l'arrivée qui sont juste stupides, hein, quelques secondes, après 400 bornes, etc. C'est quoi? Ça veut dire que ça devient quelque part presque une science exacte avec les meilleurs qui se tiennent en un mouchoir de poche. Qu'est-ce qui fait la différence dans ce cas-là en fait? Eh bien, on n'est pas sûr d'avoir la réponse. On se posait la question avec Seb. La navigation reste compliquée et pour moi elle est restée du même acabit que les 2 années précédentes. Donc je pense que les équipages, pilotes et copilotes, se sont faits à cette nouvelle manière plus compliquée où les longs bouts de droit où il n'y a pas beaucoup de notes et tout ça, quelque part maintenant c'est terminé. On sait que c'est tout le temps en cadence, que ça... Enfin, voilà. Et les équipages, je pense, maintenant, il y a 10 voitures où il y a un bon pilote, un bon copilote. Et quand je dis un bon pilote qui aide le copilote, parce qu'on ne sait plus faire maintenant un qui pilote et l'autre qui fait la navigation. Si les deux ne sont pas impliqués, ce n'est plus possible. Et on se rend compte maintenant que le niveau des équipages est très élevé. Le niveau des voitures en T1+, je ne vais pas vous mentir, c'est des voitures qui montent aux arbres. Donc pour arriver à nous trouver du sable qui soit suffisamment dur que pour qu'on ait réellement, nous, des problèmes dedans, il faut se lever tôt. Donc tout ça, on a des grosses roues qui ne crèvent plus. Donc tout ça fait en sorte l'expertise et des équipages au sens large, véhicules compris, fait en sorte que maintenant ça se resserre. Ça se resserre très fort. Un autre truc aussi, c'est que les spéciales, moi j'ai connu, pourtant je ne suis pas si vieux que ça, des spéciales en Afrique qui faisaient 735 km. Maintenant, il est écrit noir sur blanc dans le règlement FIA que c'est maximum 500. L'année passée, c'était 600. Oui. On s'arrête aussi pendant, vous savez que les motos, les SSV, donc les T3, les T4, ont des autonomies de maximum 200, enfin tous les 200 km, ils doivent s'arrêter pour faire le refuel. Maintenant, depuis quelques années, on en profite, nous les grosses voitures, pour s'arrêter aussi, faire une neutralisation de 20 minutes, ce qui nous permet de souffler, de voir un petit peu où sont nos concurrents directs, devant, derrière et tout ça. Donc ça, on n'est plus dans cette bulle avant où on partait pendant 5, 6, 7 heures, donc c'est-à-dire c'était plus long. On était dans notre bulle toute la journée sans savoir du tout ce qui se passait devant, derrière. Et donc ça veut dire que ce qui est aussi très compliqué dans le rallye raid, c'est garder un rythme.
ne pas avoir de baisse de morale. Une baisse de morale sur 50 km. Oui, le faux rythme est une catastrophe. C'est une catastrophe, ça peut se payer en un quart d'heure à la fin. Et maintenant, c'est un peu je ne dis pas que c'est trop, c'est pas un jugement. Effectivement, c'est plus sprint. Donc une spéciale de 400 bornes, ça va être un sprint de 200, une neutralisation et un autre sprint de 200. Alors, vu de Belgique, tu vois, je ne dis pas Bruxelles. Hein. Non, vu bel effort, de Belgique, oui, je m'applique. Devant mon téléviseur, j'ai trouvé qu'effectivement, c'était très rapide. Comme disait Vincent, il y a des étapes qui ressemblaient à des étapes de WRC, enfin, je veux dire, le rallye du Kenya, on y était. C'est ça, je suis d'accord. Et est-ce qu'on n'est pas justement en train d'aseptiser le rallye raid, le plus grand rallye raid du monde, parce qu'on est sur un seul pays. Avant, on allait sur un continent, enfin, tout à fait. Toute proportion gardée. Et ici... Avant, on faisait une course en ligne. Voilà. Ici, il y a beaucoup de boucles. Hein. Aujourd'hui... Ça ne fait pas beaucoup rêver. Voilà. Moi, je dois dire qu'à part le fait que, bien sûr, on regardait ce que tu faisais, bien sûr qu'on regardait ce que le petit Demévius faisait, ce que l'équipe de Jean-Marc Fortin, c'est merveilleux de voir que les Belges reviennent, grâce à des gens comme toi, il y aura cette émulation, partager notre passion, tu nous aides à la faire partager pour les jeunes générations, mais moi je trouve que ça devient aseptisé, ça devient un grand barnum, le bivouac, voilà... Dakar classique, 150 bagnoles, il y en avait 40 l'année passée, peut-être même pas, les SV 3, 4... Voilà, avant c'était 3 semaines. J'ai raté la dernière étape parce que je me suis dit je regarderai la dernière étape de samedi. Samedi fini. Ah oui, non, ça le vendredi souvent dans ces pays-là. Hein, tu vois mais je suis assez d'accord. Donc il y a plusieurs choses. Il y a clairement la venue des voitures hybrides qui ne sont pas encore complètement au point et qui, pour pouvoir rentrer dans le cadre, il faut adapter un peu le cadre. Qui ne sont pas hybrides tout à fait non plus. Ça, c'est pas à moi d'en parler. Donc il y a certainement un peu de ça. Il y a, j'en suis convaincu, le Covid qui n'aide pas non plus à l'organisation d'un événement tel que celui-là. Et il faut quand même saluer David Castera et ses équipes. Oui. Ah, je ne suis pas pour... Mais franchement, chapeau. Parce que si ce n'est pas eux, cette année-ci, je ne dis pas, mais l'année passée, je ne suis pas sûr qu'il y ait un Dakar. Non, et donc je préfère avoir un Dakar qui, sur papier, ne me fait pas rêver. Moi, j'ai rêvé de Dakar quand je regardais ça à la télé, quand mon père le faisait. On partait de Paris, on allait à Dakar, et j'ai fait des courses. On partait de Moscou, on allait à Pékin. Enfin, voilà, on traversait de Buenos Aires, on allait à Lima. Claire. Enfin voilà, c'était des courses en ligne, ça faisait rêver. C'était des aventures plus que maintenant. Voilà. Mais je ne perds pas espoir. Je sais que David Castera a ça en tête et que c'est un amoureux du rallye raid. Oui. Et si il peut nous faire le tour de la péninsule arabique en nous faisant passer par la Jordanie, par Oman, par... il le fera. Il le fera. Dès que ce sera possible, il le fera. Donc je préfère avoir un Dakar qui ne me fait pas trop rêver, moi, autre que sportivement, parce que quand je regarde les petites boucles et tout ça, voilà, ça ne me fait pas rêver. Je préfère faire ça que de ne pas avoir de Dakar du tout à la Non, mais voilà, mais on est assez d'accord, c'est aseptisé. Je suis d'accord. Le format a changé. Exactement. Et il s'est fortement raccourci. Voilà. Néanmoins, c'était la première manche d'un nouveau championnat du monde également. Ouais, est-ce que Fabien, on se dirige donc vers des épreuves qui sont systématiquement avec ce format, c'est-à-dire des spéciales qui ne sont pas nécessairement très longues, hein, maximum 500 km. Est-ce qu'il y a un lien avec le fait qu'on soit championnat du monde maintenant ? Je ne sais pas, j'espère que non. J'espère que le fait qu'on devienne championnat du monde ne va pas rimer avec aseptisation, voilà, et que plutôt que le rallye raid va garder son ADN d'aventure, de course quand même à la découverte, que ce soit pour ceux qui le font que pour ceux qui regardent. J'espère qu'on ne va pas se prendre les pieds dans le tapis. Mais encore une fois, les gens la personne principale qui est à la tête de ça, donc je reviens sur lui, David Castera, a vraiment toute ma confiance. Je suis sûr qu'il fait le maximum. Et ce qu'il ne fait pas dans ce sens-là, c'est que pour l'instant, ce n'est pas encore faisable. Ou par le Covid,
ou par l'association, pas toujours évidente, de l'ASO et de la FIA. Il faut le temps pour que les choses se fassent. Que la sauce prenne. Ouais. Oui, puis il y a les problèmes politiques. Voilà, tu parles de David Castera, le ministre Le Drian lui avait comme dit, quand la voiture a explosé, il serait peut-être bien d'arrêter. À mon avis, il a dit, écoutez, je ne vous entends pas, vous ne voulez pas répéter. Il a coupé la radio et vous avez fait le rallye. Donc chapeau, moi j'ai un respect profond. Mais voilà, moi j'ai connu, tu parlais de ton père, c'est ton père qui m'a appris à naviguer. Grâce à lui, je m'en suis très bien sorti. Jackie nous avait amené au rallye des pharaons qu'il avait repris. Et c'est vrai que ton papa, à la grande époque, m'avait appris à naviguer. On s'était amusés comme des fous et c'était quand même différent. Les étapes étaient plus longues pour un rallye qui, en principe, devait être simple. Donc tu es reparti l'année prochaine, avant même. Oui. Ton actualité, c'est quoi? Alors, je ne veux pas dire qu'on a décidé, c'est plutôt Seb qui a décidé. Il avait bien envie de me garder encore un petit peu à côté de lui, donc ça c'est une très bonne nouvelle. Donc on va continuer à bosser ensemble. Et David Richards, donc le propriétaire de ProDrive, a décidé de nous faire continuer la suite du championnat du monde. Donc ça veut dire qu'il y a encore 4 manches. Il y a Abu Dhabi, Kazakhstan, c'est un peu délicat avec le début de guerre civile qu'il y a là-bas, donc on va un peu voir comment ça se passe. L'Andalousie et puis le Maroc. Mais là, donc, l'actualité, là tout de suite, ça va être Abu Dhabi début mars, avec Seb, avec le Hunter. Avec un rallye cette fois-ci où les Audi ne seront pas là et on va ouvrir ce petit chapitre Audi avec leur technologie hybride, électrique. Hybride en fait, en réalité, puisque c'est le moteur de la fameuse RS5 DTM qu'il y a dans ces machines. Ils amènent totalement autre chose. On n'en attendait absolument rien, je pense, cette année. Tout le monde avait dit qu'ils vont se planter avec ça. Le fait est, c'est que premièrement, quand ils se sont plantés, c'était au niveau nav, comme tu le dis, navigation, des petits pépins de train arrière et ce genre de choses. Et puis surtout des scratchs, beaucoup de scratchs, et une voiture qui est très très performante. Est-ce qu'il n'y a pas déjà le risque que le Dakar 2023 soit un Dakar signé et taillé pour Audi? C'est ce sur quoi on a lancé nos team managers, que ce soit chez Toyota et chez ProDrive. C'est bien sûr lutter contre ça. L'idée de base, c'est de faire une balance de performance. Ça a toujours été le cas entre les 2 roues motrices, les 4 roues, les essences, les diesels, avec le poids, le débattement, tout ce qui fait la réglementation, de manière à ce que, bien que les voitures ne soient pas identiques, elles aient chacune potentiellement la chance ou les performances de pouvoir gagner au général. Et il faut qu'ils fassent la même chose maintenant avec les voitures électriques, sauf que ce sont de nouvelles technologies, c'est j'imagine bien plus difficile encore d'équilibrer le tout. Notamment, on l'a vu en 2e semaine avec un petit peu plus d'altitude, on roulait entre 1000 et 1500 mètres. Eux, ça changerait, c'est comme s'ils étaient au niveau de la mer, mais nous, on perd entre 10 et 15% de puissance. C'est-à-dire que même avec quelqu'un comme Seb, à fond, on fait toute la journée parfaite et tout ça, on se retrouve avec des Audi devant nous alors qu'il y avait du WRC dans le truc. Vous aviez envisagé cela ou pas trop? On n'avait rien envisagé du tout parce que c'était tellement l'inconnu quand on est parti sur le Dakar. Ne fût-ce que même avec Toyota, notre voiture à nous, par rapport aux autres, et alors complètement Audi, on sait la puissance d'Audi, mais on sait aussi que toutes les usines qui sont arrivées sur le Dakar la première année, en général, ça ne fonctionnait pas. On se disait tous quand même que s'il y en a une qui était capable c'était Audi. Et on n'était pas là du compte. Oui, bien sûr. Parce que finalement, les problèmes qu'ils rencontrent, comme Vincent le disait, alors problème de navigation que tout le monde a connu au départ, et puis des problèmes mécaniques, mais des problèmes méniques qui n'ont pas à voir avec la nouvelle technologie. C'était plutôt des trucs amortisseurs et tout ça. Donc le problème, c'est que si Audi est comme ça et que la balance de performance n'est pas ajustée correctement par la FIA, on va se demander ce qu'on va faire là-bas l'année prochaine. Oui, et sans parler des privés, parce que vous êtes encore dans des teams, oui, tout à fait. je vais dire semi-usine, en tout cas professionnels.
Et à ce sujet-là, Fabien, un beau rassemblement cette année, particulièrement de grosses personnalités, les Sainz, les Peter Hansen, les Loeb, ça fait rêver, hein, Roma et tout ça, Nasser Al-Attiyah bien sûr. Sur un rallye raid, est-ce qu'on est dans du star system quand même, ou est-ce que la discipline, qui est quand même une discipline qui impose quand même vachement le respect, fait que c'est surtout une bande de potes qui se retrouvent? Est-ce que vous êtes là en potes sur un Dakar ou pas? Oui, enfin, encore une fois, il faudrait que je puisse comparer à d'autres trucs. Si il fallait que je sois en WRC. Mais de ce que j'entends, et en tout cas de ce que je ressors dans ma discipline, oui, il y a un côté pote. Oui, il y a un côté pote. On se retrouve. Même avec la concurrence, bien sûr. Oui, avec la concurrence, oui, tout à fait, tout à fait. On se tire la bourre, mais... On a vu des belles images à l'arrivée. Quand Nasser et vous êtes tiré la bourre, voilà. Il y a une interview de Sébastien. C'est très respectueux. Et il arrive et ils éclatent tous les deux de rire. Voilà, parce qu'ils sont bien marrés, comme des gosses. Alors que Loeb est plus réservé, voilà. Nasser est quand même une star, mais il arrive spontanément et on voit que ça fait plaisir à ton pilote. Oui, c'est ça. Ouais, je pense qu'il y a un peu plus de légèreté, un petit peu moins ce star system. Oui. Les personnalités restent les personnalités. On voit Carlos, on en parle. Ouais. Mais même lui, il va arriver le matin, il va checker tout le monde. Oui. Après, des fois, en neutral, quand on ne l'a pas laissé dépasser, il est un peu bougon. Question très day-to-day. Aujourd'hui, vous prenez encore des petits déjeuners ensemble, au bivouac, vous mangez encore ensemble ou c'est plus du tout Ça, c'est ouvert, ça dépend des teams. Il y a certaines équipes qui font leur nourriture eux-mêmes et aussi certains pilotes, copilotes qui préfèrent. Comme je disais, moi, je ne vais pas sur les réseaux sociaux, ces choses-là. Mais par contre, j'aime bien, de manière mesurée, aller sur le bivouac. Mais de manière mesurée. J'ai pas avec mon nouveau pilote et tout ça, forcément, j'ai un peu plus la lumière sur moi. Il y a des moments où j'ai besoin d'être seul aussi. Donc voilà, en général, les teams font en sorte qu'on ait la possibilité de choisir. Si on a envie de s'isoler, on peut s'isoler. Si on n'en a pas besoin, on peut aussi. Voilà, c'est plutôt... Le bilan pour BRX ProDrive, je pense qu'il est bon sur ce Dakar. Cette auto, par contre, on ne l'attendait peut-être pas nécessairement tout à fait au sommet du classement. On ne l'attendait pas longtemps, en tout cas, au sommet du classement. Il se fait que cette auto, elle a tourné vachement comme une horloge pendant 2 semaines. Oui, clairement. Donc on ne savait pas en termes d'efficacité ni de... en efficacité, déjà, on ne savait pas. On ne savait pas où on se situait, ni par rapport à Toyota, ni par rapport à Audi. La réponse a été en demi-teinte, c'est-à-dire que par rapport à Toyota, c'était assez équivalent. Voilà. Et par rapport à Audi, on en a parlé précédemment, il y a des choses à corriger pour l'année prochaine, parce que sinon, il ne va pas y avoir course. Voilà. En termes de fiabilité, quand on voit le peu qui nous a été donné de faire en test, pour différentes raisons, si ce n'est pas du 100%, c'est pas loin. Oui, et par rapport à l'année dernière, où ça avait été quand même un beat total. Donc ici, moi j'étais... Voilà. Attention que le beat total l'année dernière relevait quand même en grande partie sur les pneus. Sur les pneumatiques. Oui, mais pas que pour eux, pour Nasser aussi, pour Toyota aussi. Mais par exemple, Sébastien abandonne l'année passée parce qu'il n'a plus de roues. Voilà. Et Nasser ne gagne pas le Dakar alors qu'il gagne 4 étapes parce qu'il crève tout le temps. Et d'où le changement de règlement, je suppose. Donc je trouve aussi que, pour revenir à BRX, on avait été assez dur à la sortie du Dakar 2021 sur le constat qu'on faisait de la performance de BRX, parce que finalement, ils mettaient une voiture dans les 5 à l'arrivée, avec Nani Roma, avec un copilote qui n'était pas le sien, qui avait été récupéré à cause du Covid. Donc, pour une entrée en matière, moi, je trouvais ça pas mal, finalement. Et cette année-ci, sans course préparatoire, avec l'évolution que tout le monde connaît du TA au TA+, les mecs, ils ont tenu leur rang. Et avec un nouveau copilote. Et avec un Belge en plus. C'est simple. Heureusement que ce n'était pas un team français. Tu as encore la chance. Très rapidement, Fabien, 2 petites questions par rapport à des pilotes précis sur ce Dakar. En 15 secondes, premièrement, Mathias Ekström. Pour moi, Mathias Ekström a
étonné pas mal de gens. On n'attendait nulle part, lui, sur la 3e Audi, et il a pointé devant régulièrement. Moi, il a confirmé ce que j'attendais. C'est un mec, partout où il va, il est bon. Il a pris le temps, humblement, d'apprendre sur des petits SSV, sur de plus en plus gros, pour être prêt maintenant. Il était sans prêt faire maintenant. de bruit. Sans faire de bruit. Voilà. C'est sobre, c'est efficace. Voilà. Orlando Terranova. Excellente surprise. On sait que c'est un mec qui était vite. Il n'a pas eu qu'un Dakar facile, parce qu'ils ont eu des petits soucis aussi. Et bravo, ça montre, ça ajoute de l'eau à notre moulin, mais ça montre que le Hunter est vraiment au top, quoi. C'est son meilleur résultat en 17 ans, je pense. Ah, tout à fait, effectivement. Voilà pour l'interview de Fabien Lurquin. Et puis il y a une tradition également dans cette émission que l'on conservera, on espère longtemps, mon cher Jean-Paul. C'est notre chroniqueur, notre serial chroniqueur Martin Buzinaro. Histoire de donner la parole à un journaliste premièrement, ça soit, mais un journaliste de la nouvelle génération, bien évidemment, qui vient avec une certaine impertinence, fraîcheur. Bien sûr. Fraîcheur. Je dirais impertinence, mais bon, soit, ok. Et on va l'accueillir avec beaucoup de plaisir. Martin Buzinaro. Martin Buzinaro, donc une petite chronique, ça veut dire que Martin, vous allez arriver à chaque émission avec un thème que vous auriez bien sûr sérieusement préparé. On va parler Rallye Raid, je pense que vous y teniez pour cette première émission dans cette nouvelle formule du Studio DV. Alors on parle quoi ? Écoute, on va parler de l'attraction, il faut dire ce qui est du Dakar 2022, c'était les nouvelles Audi RSQ e-tron qui sont des modèles d'ingénierie, une voiture faite avec les meilleures intentions puisque c'est technologie électrique avec générateur, donc on prend soin de la planète, ça c'est sur le papier, mais au final, en grattant un petit peu, on s'est aperçu que c'était la voiture qui était la plus polluante sur le Dakar, avec notamment ce générateur d'énergie qui tournait à 7000 tours minute lors des pauses pour recharger la batterie. Et finalement, on s'est aperçu que c'est une contre-pub pour la technologie électrique, cette fameuse électrification à marche forcée que l'opinion publique et une certaine partie de la classe politique veulent absolument imposer. Et quand on sait que le Dakar veut aller dans cette orientation-là, avec, on a vu plusieurs présentations de modèles à hydrogène, carburant synthétique, mais aussi électrique, franchement, j'ai peur. Fabien, ces Audi, lorsqu'on rechargeait, qu'on reboostait l'ensemble, ça fait vraiment du bruit, ça tourne vraiment au régime, ça se passe comment en fait ? C'est vraiment ça. Donc, ils arrivent et puis les moteurs sont je pense à 6000 tours pour recharger les batteries. Quand c'est chargé, ils l'éteignent. Et puis alors, c'est vrai que ça peut être sympa quand on les voit démarrer uniquement sur l'électrique. Et on a l'impression que c'est une petite voiture. Maintenant, d'un autre côté, on reviendra à Audi, mais chez nous, chez ProDrive, nous, on utilisait un carburant synthétique bio qui est issu uniquement de déchets végétaux. Donc on ne fait pas pousser des choses, pas de la culture. Donc moi je trouve que quelque part, qui est ça chez nous, qui ne demande pas de modification du moteur. C'est ça. Chez Audi, il faut bien partir quelque part avec l'électrique. Il faut démarrer. Il faut démarrer quelque part. Et que ça travaille d'un côté comme d'un autre vers ce qui de toute façon doit être plus vert. Voilà, alors on crache sur Audi, et c'est vrai que ça manque un petit peu de transparence dans leur communication, c'est ça, voilà. C'est ce qu'on leur reproche. Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec Martin, je crois que c'est un beau coup de communication, mais je pense que quand on gratte un peu, d'abord elle est tout sauf e-tron, puisque l'e-tron de série elle est full électrique. Ici, il y a 195 litres d'essence, un gros moteur thermique, avec un beau moteur thermique, et on doit recharger, et on fait tourner. Donc voilà, mais ça n'empêche que je pense qu'ils vont très vite corriger. Et Martin dit aussi que les gens demandent, tu as dit les pouvoirs publics, politiques, je crois le demandent plus que n'importe qui. Parce que de toute façon, l'écologiste de base, il n'est pas pro-rallye, donc il ne sera pas pro-énergie douce sur les rallyes. Je pense que c'est une volonté politique qui amène nos amis, principalement allemands aujourd'hui, il y en a d'autres, tout le monde en fait, mais Toyota a été le premier, mais quand même à faire des miracles en termes d'électrification de véhicules. Voilà. Tout à fait. C'était prégnant sur le Dakar cette année, ce besoin d'aller de l'avant, on l'a vu avec Gerlin Chichrit notamment qui présente son proto, etc. On sent vraiment qu'on est en transition à plein niveau. La réglementation change, il y a eu...
Le Dakar est en train vraiment de se mettre à la page. Il y avait besoin que ce soit mis à la page en termes de navigation. On a les tablettes, tout ça, mais maintenant ça a l'air pas mal abouti. Ouais. Les TA+, avec les grandes roues, tout ça, c'est une chose. Ouvrir la porte aux véhicules hybrides de différents horizons, c'est en cours. Voilà, on ne peut pas aller plus vite que le train. Ouais. Mais le train est en marche. Ouais. Je pense que c'est effectivement, je ne sais pas ce que tu en penses Vincent, mais c'est les changements de culture, qu'on le veuille ou non. La voiture électrique, en tout cas en ville, c'est l'avenir. Pour les grandes routes, les grandes étapes et dans le désert, c'est encore une autre question. Mais là, il y a beaucoup de marketing. Et puis si on veut attirer des constructeurs, il n'y a pas de miracle, c'est avec ça qu'on va les attirer. Hein. Plus personne ne va baser un marketing fou sur du thermique maintenant. De toute manière, ils ne viendront pas dans ces conditions-là, que ce soit de l'électrique, de l'hybride comme maintenant, de l'hydrogène comme plus tard. On a eu l'occasion récemment, et Martin, vous étiez là également, de nous entretenir avec Thierry Neuville, hein, notre pilote belge du championnat du monde des rallyes, qui prévoyait un peu son après-carrière en WRC d'ici 3 ans. Eh bien, il a évoqué cette possibilité pour Hyundai de partir en rallye raid avec une formule plutôt hydrogène dans ce cas-là. Donc c'est sûr que c'est avec ce type de réglementation-là qu'on attirera des voitures et des constructeurs. Et comme c'est championnat du monde, il faut des constructeurs, hein, Fabien. C'est ça. Oui, mais alors on parle de l'hydrogène, mais ça fait quand même 5 à 7 ans qu'on dit que l'hydrogène c'est l'avenir, et je vois très peu d'hydrogène. Il y avait un camion sur le Dakar. Ouais, mais c'était de la figuration plus qu'autre chose. Voilà, et moi je pense que l'électrique, avec toutes les contraintes, avec le fait que c'est beaucoup moins vert, on ne va pas parler de la production, clairement. On ne va pas parler des matières premières, on ne va pas parler de les recharger, mais je trouve que les fabricants, principalement les Allemands, il faut le reconnaître, font un travail hallucinant technologiquement aujourd'hui, mais voilà, est-ce que ça suffira pour nous convaincre? Rien n'est moins sûr. Martin, toi qui es jeune et qui as l'âge de dire l'électrique c'est l'avenir, qu'est-ce que tu dis ? Personnellement, je crois beaucoup plus dans les carburants synthétiques, notamment ce que Porsche est en train de développer avec Siemens. Et j'espère réellement que ce carburant qu'il développe, ce n'est pas une utopie et qu'à terme, ça pourra réellement être une alternative viable. Je ne pense pas du tout que ce soit une utopie. Le carburant Porsche existe. Comme regarde, je ne savais pas que vous rouliez avec un carburant issu des déchets, du recyclage des déchets, parce qu'on reproche souvent au bioéthanol et à toutes les essences de devoir produire et d'enlever le pain de la bouche des gens. Ici, ce n'est pas le cas. Je suis sûr que cette essence... Et il y a un côté paradoxal. En plus, Fabien, vous êtes sponsorisé, on peut le dire, par Bahreïn, clairement, qui est plutôt un producteur, non pas de végétaux dans les poubelles, mais plutôt de pétrole, très clairement. Et c'est ce team-là, sous les couleurs de Bahreïn, qui va finalement rouler avec un carburant synthétique. Il y a un côté paradoxal à tout ça. C'est probablement les pays où il y a le plus de champs solaires, hein. C'est les pays arabes, aussi, parce qu'ils préparent l'avenir. Bien sûr, ils ont du soleil aussi. Voilà. Parfait, merci bien messieurs, merci Martin, on se réjouit de la prochaine thématique bien sûr. Fabien Lurquin, bien bon vent pour le reste du championnat du monde de rallye raid, on vous suivra avec attention, vous savez qu'on le fait depuis pas mal de temps déjà et on était tellement contents pour vous sur ce Dakar et cette deuxième place avec ce très très grand monsieur qui est Sébastien Loeb et on espère un jour pouvoir l'avoir dans notre émission. Et puis Jean-Paul, je pense que c'est bien parti. Vous revenez dans 15 jours ? Moi, je viens vers vous dans 15 jours. Je ne voudrais pas qu'on me dise que tout se passe à Bruxelles. Comme quoi, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, 02 peut également passer en pays 04. Ce sera donc tout à fait raté. Fabien, merci. Bonne fin de saison et continue comme ça. Tu vas nous aider à créer la nouvelle génération, après toi, de pilotes et de copilotes. Je vais faire de mon mieux. Je reviendrai vous raconter tout ça. Avec grand plaisir. Merci chez toi. Et à la prochaine. À bientôt. Le Club DV et Speed Action vous ont présenté le Studio DV en collaboration avec Yaku.